Nous sommes le 28 juillet 2008 en plein cœur de New York. Il est 18h30 lorsqu'une caméra de vidéosurveillance enregistre une scène habituelle de fin de journée dans ce quartier d'affaires. Certains discutent, d'autres finissent le travail et s'apprêtent à rentrer chez eux. Lorsqu'un cri, effroyable, vient briser cette apparente tranquillité. Un cri provenant du parking voisin. Un cri qui va attirer l'attention de presque toutes les personnes présentes aux alentours. Si ces images paraissent anodines au premier abord, elles ont pourtant dévoilé un terrible secret et permises de résoudre un meurtre. Pamela Fayed est née le 31 août 1963 à Salt Lake City, dans l'Utah, aux États-Unis. Elle a grandi aux côtés de ses 3 frères et sœurs. Pam, comme tout le monde l'appelle, va rapidement devenir mère. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle rencontre un homme avec qui elle se marie et donne naissance à une fille prénommée Désirée. Mais son mariage ne tient pas. Et c'est donc seule qu'elle élève sa fille. C'est une femme généreuse, gentille, une mère aimante et attentionnée. En 1989, elle crée sa propre entreprise dans l'industrie de la bijouterie. C'est quelques années plus tard qu'elle fait la rencontre de James Fayed, un homme plus âgé qu'elle, qui travaille comme électricien, qui rêve de fonder une famille et sa propre entreprise, exactement dans le même état d'esprit que Pam. Le couple se marie en 1999 à Las Vegas et donne naissance à une fille, Janet, qui est donc, vous le comprenez, la 2e fille de Pamela. Le mariage est solide. James, c'est un bon père. Il aime sa femme. Il est rempli de petites attentions. Il a pris en plus de ça, sous son aile, Désirée, la première fille de Pamela, qu'il considère comme son enfant. Si sur le plan familial tout semble aller pour le mieux, ce n'est pas le cas sur le plan financier. C'est compliqué. L'entreprise de Pamela est dans le rouge et James travaille de plus en plus pour subvenir aux besoins de sa famille. La situation financière de la famille va totalement changer en 2002 lorsque James et Pamela décident de créer Goldfinger, une société internet qui fournit des services de transfert d'argent et de métaux précieux contre rémunération. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, Pamela en est la vice-présidente et James le président. Il crée également une société associée, E-Bullion Company, constituée au Panama et dont les bureaux commerciaux se trouvent en Californie. Ça va être la réussite pour eux, leur statut va radicalement changer, ils vont gagner beaucoup d'argent. La société, écoutez bien, va engranger plus de 9 millions de dollars en 2002 et plus de 160 millions de dollars en 2007. Désirée, la première fille donc de Pamela, va même être employée au sein de Goldfinger. Et ce succès financier va leur permettre d'acheter une maison à Camarillo, en Californie, et une 2e maison dans un ranch de plus de 200 hectares à Moore Park, qu'ils ont appelé Happy Camp Ranch. Le problème, c'est que cette richesse subite va monter à la tête de James. Il va en vouloir plus, il va commencer à se renfermer, il va s'éloigner peu à peu de sa femme, c'est plus l'homme dont Pamela est tombée amoureuse. Et puis dans le même temps, il va connaître quelques problèmes de santé qui vont l'obliger à rester à la maison, des problèmes de dos notamment. Qui est-ce qui va donc gérer le business pendant que James est à la maison? C'est Pamela. C'est pendant cette période, pendant que James est absent, que Pamela va avoir une discussion au détour d'un café avec une amie à elle qui s'appelle Carol, qui possède également une entreprise similaire. C'est là qu'elle va s'apercevoir qu'ils ne sont pas totalement en règle, James et elle. Son ami lui explique que pour se conformer à la législation fédérale, Goldfinger doit avoir une licence de transfert d'argent. Une licence qui est payante, c'est assez cher, environ 400 000 $. Mais ça, ils ne l'ont pas. Alors Pamela signe un chèque de 400 000 $ pour obtenir donc cette licence le 6 octobre 2007. Et ça, ça va faire bondir James.
Pour lui, c'est trop cher. En plus de ça, ok, la licence, c'est peut-être obligatoire. Mais pour l'instant, on travaillait sans, on pouvait s'en passer. C'est ce qu'il lui dit. Pamela, elle, ne veut pas avoir de problème avec la justice. Elle veut être en règle. Ça va être à partir de là le point de départ de nombreux désaccords. À tel point que James Fayed, après 9 ans de mariage, demande le divorce et interdit à Pamela l'accès au bureau de Goldfinger. Il licencie également Désiré, qui travaillait à Goldfinger depuis 2 ans. Le divorce va s'avérer très conflictuel et difficile, rempli de coups bas de la part de James notamment. Il affirme que Pamela a détourné 800 000 $ de la société. Lui, il est loin d'être honnête. 1 mois avant le drame, le bureau du procureur général des États-Unis a ouvert une enquête officielle sur Goldfinger pour son implication dans une opération de blanchiment d'argent. Et ça, Pamela n'était pas au courant. Elle tombe de haut. Elle accepte, puisqu'elle est en train de divorcer, d'aider à l'enquête. Mais vu qu'elle est interdite d'accès au bureau, elle ne peut rien faire. Son seul moyen, c'est en fait d'utiliser la procédure de divorce pour essayer peut-être d'ouvrir quelques dossiers, d'avoir quelques informations. Nous sommes le 28 juillet 2008. Ce jour-là, James et Pamela ont tous les deux rendez-vous au même moment avec leurs avocats respectifs pour discuter de l'enquête fédérale en cours sur leur entreprise Goldfinger. À ce moment-là, ils ne sont pas encore officiellement divorcés et l'entreprise, je vous le rappelle, leur appartient à 50-50. Rendez-vous qui a lieu dans les bureaux de Century City en plein cœur de New York. On les voit d'ailleurs, regardez, se présenter à l'accueil séparément à quelques minutes d'intervalle. Ce jour-là, il fait beau et chaud. Pamela porte un pantalon gris, un haut blanc, des lunettes de soleil. James Fayed, lui, a un pantalon noir, une chemise blanche et porte une sorte de sacoche. La réunion va durer environ 3 heures, entre 15h30 et 18h30, heure à laquelle Pamela est enregistrée par la caméra du bâtiment, se dirigeant seule à sa voiture qui est garée au 3e étage du parking adjacent. On la voit emprunter l'ascenseur. Ces images-là sont les dernières de Pamela en vie, puisqu'après ça, elle est retrouvée morte dans le parking, pas très loin de sa voiture, poignardée à plusieurs reprises à la tête, au cou et à la poitrine. Elle présente des blessures défensives sur les bras, ce qui veut dire qu'elle s'est débattue et a donc été assassinée. Un témoin prénommé Edwin Rivera décrira un homme présent au moment des faits, sans doute l'agresseur. Un homme grand et maigre, portant un sweatshirt à capuche noire et un jean. Cependant, c'est ce qu'il raconte aux enquêteurs, il n'a pas pu voir son visage. Il y a plusieurs questions qui arrivent à ce moment-là. Comment se fait-il que Pamela a été tuée dans ce parking très fréquenté alors qu'elle se rendait simplement à sa voiture et pourquoi personne d'autre n'a rien vu? Encore une fois, les caméras de vidéosurveillance vont jouer un rôle crucial dans l'enquête et révéler l'impensable. Les enquêteurs analysent toutes les images aux alentours et dans le parking. C'est une caméra près du bâtiment qui va aiguiller les enquêteurs sur l'heure du crime. Comment ils le comprennent? Eh bien, regardez. Il est 18h30 donc sur l'horodatage de la caméra. Tout a l'air calme. Les gens présents sont posés, en train de discuter, de marcher ou sur leur téléphone portable. Lorsqu'une agitation vient troubler ce calme. Un cri strident est entendu. Et tout le monde se dirige vers l'endroit d'où provient ce cri, regardez. Enfin, tout le monde. Non. Parce qu'un homme sur la gauche de l'écran attire l'attention des enquêteurs. Cet homme est vêtu d'un pantalon noir, d'une chemise blanche et porte une sorte de sacoche marron. Lui ne bouge pas, imperturbable.
en train d'envoyer certainement des messages de son téléphone portable. Mais quand on s'arrête sur cet homme, on le reconnaît. C'est James Fayed, l'ex-mari de Pamela. Presque toutes les personnes présentes dans cette vidéo, tous les piétons, ont tourné leur attention vers l'endroit d'où provenaient les cris, les appels à l'aide. Et donc, se sont dirigés vers le bâtiment. Il y a une seule personne qui ne tourne jamais la tête sur les images, qui reste figée. C'est James, l'ex-mari de Pamela. Une autre image de vidéosurveillance va être analysée, celle d'une caméra du parking. Un SUV rouge est identifié en train de quitter les lieux quelques minutes après le meurtre. Dans la voiture, il semble y avoir plusieurs personnes, 3 hommes précisément, dont l'un est aperçu pendant quelques secondes. Encore plus intéressant, la plaque d'immatriculation est captée et va révéler, écoutez bien, que le SUV a été loué la veille à la société Avis Rent-A-Car de Camarillo pour le compte de Goldfinger, sous le nom de James Fayed. Il est interrogé, évidemment, et il explique aux enquêteurs qu'il n'y est pour rien dans le meurtre de sa femme. « J'étais pas dans le parking, j'étais dehors, vous avez qu'à regarder vos images de vidéosurveillance. Ça le prouve. » Sauf que la suite de l'enquête va totalement renverser son alibi. Tout d'abord, le SUV rouge est retrouvé assez facilement et analysé. Même si l'intérieur du véhicule a été longuement nettoyé à la vapeur, le sang de Pamela est retrouvé. Le ticket de parking sera lui aussi analysé. Et des empreintes digitales vont être isolées. C'est comme ça qu'on va obtenir les 3 identités des hommes de la voiture, sûrement les meurtriers. José Moya, Gabriel J. Marquez et enfin Steven Simmons. Des profils très intéressants. Arrêtons-nous sur José Moya par exemple. Il connaît très bien James, c'est son beau-frère. José est le compagnon de Marie Mercedes, la 2e sœur de James. Et en plus de ça, il est employé dans son ranch. Est-ce que ça veut dire que James Fayed a engagé José Moya et les 2 autres hommes pour tuer sa femme? Eh bien oui. Des relevés téléphoniques ont montré que les téléphones portables enregistrés au nom de Marquez et Simmons ont borné avec une tour de téléphonie mobile située à proximité de la scène de crime, presque au même moment du meurtre. Donc, il n'y a aucun doute, les hommes étaient là. Les relevés ont également montré que James et Moya ont échangé plusieurs SMS peu avant et après le meurtre, bien que les messages ont été supprimés du téléphone de James. Ça veut dire qu'au moment où on le voit sur son téléphone, là, eh bien, il échange avec l'un des meurtriers de sa femme, avec José Moya, pour s'assurer que le travail a été bien fait. Il vient d'entendre le cri. C'est réglé. Alors il envoie ce SMS. Il n'y a plus de doute. Le 1er août 2008, 3 jours après le meurtre, James Fayed, 45 ans, est arrêté dans son ranch. Il est accusé d'avoir commandité le meurtre de sa femme, mais à ce moment-là, on n'a pas encore d'aveu. En tout cas pour l'instant. Parce que le 9 septembre 2008, alors que James Fayed est en prison en attendant son procès, Sean Smith, un détenu qui partageait la cellule de James au centre de détention fédéral pour hommes de New York, souhaite parler à la police. Il explique que son codétenu, donc James, lui a fait quelques révélations et qu'il aimerait en parler aux enquêteurs. Les enquêteurs lui expliquent qu'il faut absolument qu'il y ait un aveu qui soit enregistré. Alors, il décide de lui mettre un micro pour avoir l'intégralité de ses révélations. Et dans une conversation enregistrée donc en secret, James raconte à Smith qu'il a effectivement payé José Moya la somme de $25 000 pour assassiner son ex-femme. Et au détour de la conversation, il lui dit « Je ne connaîtrais pas un autre tueur à gages pour éliminer les 3 hommes là que j'avais engagés. J'ai pas envie qu'ils parlent. » Donc James Fayed, tranquillement,
en plus d'avoir fait tuer sa femme, d'avoir engagé ces 3 hommes, a envie d'engager un autre tueur à gages pour tuer les 3 hommes qui ont tué sa femme. C'est à n'y rien comprendre. C'est là qu'on comprend que l'assassinat de Pamela a été prémédité depuis le mois d'octobre 2007. Il a engagé José Moya notamment, qui a lui-même engagé les 2 autres hommes. Il ne voulait pas que la moitié de son entreprise revienne à son ex-femme, et il se disait qu'en l'éliminant, c'était réglé. Il savait pertinemment quand ça se ferait. Cet après-midi du 28 juillet 2008, juste après le rendez-vous dans le parking de Century City. Les rôles des hommes sont clairement identifiés. Steven Vincente Simmons, 22 ans. C'était le conducteur de la voiture, du SUV rouge. C'est d'ailleurs lui qu'on voit sortir de la voiture à ce moment-là. José Luis Moya, 51 ans. C'est lui qui a assassiné Pamela par derrière, alors qu'elle se rendait à sa voiture. Et Gabriel J. Marquez, 46 ans. Lui, c'était le guetteur. Ils risquent tous la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, si ils sont reconnus coupables. Le 15 septembre 2008, James Fayed est accusé du meurtre de Pamela. Il est incarcéré, tout comme les 3 autres hommes, en attendant le procès 3 ans plus tard, en 2011. Les proches de Pamela vont témoigner durant ce procès, notamment sa sœur, qui raconte que si la nouvelle de la mort de Pamela avait été très difficile à entendre, eh bien, entendre la façon dont elle a été assassinée a été très difficile. Le frère de Pamela, qui est entre-temps devenu le tuteur légal de Janet, vous savez, la fille de Pamela et de James, a témoigné, lui aussi. Il a raconté que même si Janet savait que sa mère avait été assassinée, eh bien, il ne lui a jamais dit que c'était son père qui l'avait fait parce qu'elle aime toujours son père. Malgré les objections de la défense, des avocats de James Fayed, eh bien, l'accusation a présenté des photos de Pamela et de sa famille, dont une de Désiré, agenouillée au-dessus de son cercueil, en train de l'embrasser. Désiré a également lu une lettre personnelle que Pamela avait laissée à Désiré et à Janet en cas de décès, comme si elle avait déjà prévu sa mort. L'avocat de James Fayed, de son côté, a fait témoigner un ami et un ancien collègue. Son ami l'a décrit comme un homme travailleur, un grand ami et une bonne personne, et son ancien collègue qui a travaillé avec lui sur une base aérienne l'a décrit comme un homme calme et doux. Savoir que l'avocat de James Fayed a également fait témoigner une amie de lycée qui s'appelle Mélanie Jackman, une femme qu'il considérait comme sa meilleure amie, et qui a expliqué que quelque temps avant la procédure de divorce, James l'avait appelée pour lui demander conseil sur la façon de rendre Pamela heureuse. En fait, via ces témoignages, vous le comprenez, l'avocat de James essaie de le faire passer pour un homme bien, un homme aimant, un homme qui était attaché à sa femme. Mais ça ne suffira pas. James Fayed est reconnu coupable de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un crime. Il est condamné à mort et purge actuellement sa peine dans le couloir de la mort de la prison de San Quentin, en Californie. Les 3 autres hommes, José Moya, Gabriel J. Marquez et Steven Simmons, sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 17 millions de dollars provenant des comptes de la société Goldfinger ont été restitués aux victimes des actions frauduleuses de James Fayed, qui comptait plus d'1 millier de personnes dans 3 pays différents, États-Unis, Canada et Australie. Il a non seulement été accusé de meurtre, mais aussi d'utilisation illégale de son entreprise et des biens de sa femme à des fins de blanchiment d'argent.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre soutien indéfectible, que ce soit en commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je sais que certains me suivent depuis le début de la création de la chaîne, depuis la première vidéo sur cette chaîne. Donc je voudrais vous remercier pour ça. On a passé les 80 000 abonnés il y a quelques jours maintenant, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo. C'est un grand pas, c'est génial. Est-ce qu'on n'irait pas ensemble vers les 100 000? En tout cas, merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez au quotidien, et ça fait vraiment plaisir d'avoir vos commentaires positifs, en tout cas pour la plupart. On va se retrouver prochainement pour une autre vidéo, vous le savez, généralement le mardi à 18 h sur cette chaîne. Si jamais vous souhaitez avoir la version audio de ce qui se passe sur YouTube, sachez que j'ai évidemment lancé mon podcast depuis plusieurs mois maintenant, disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast notamment. Et si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça permet de référencer le podcast. Il grimpe au fur et à mesure. On est à quasiment 600 000 écoutes uniques depuis que je l'ai lancé en version audio. Encore aussi merci pour ça, mais n'hésitez pas à commenter le podcast directement sur Apple Podcast si vous pouvez le faire, évidemment. Je n'en dis pas plus, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!